Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'info. Installez-vous bien confortablement, on est ensemble pendant 1 heure jusqu'à 19h. Autour de moi, des invités d'exception. Avant tout, je vais rappeler le concept de l'émission. Chaque chroniqueur autour de la table a préparé un petit sujet sur l'actualité récente de la semaine. Ensuite, on aura le traditionnel débat qui portera aujourd'hui sur les conditions de travail et comment on peut les améliorer. Et enfin, le fameux quiz de fin d'émission. Pour gagner des points, on arrive en fin de compétition et donc j'ai hâte. Tous les J'ai hâte points pour vont à prendre. On va donc présenter les chroniqueurs autour de la table. On va commencer avec Cassandra. Bonsoir Cassandra, comment ça va? Bonsoir Mathias, ça va et toi? Ça va très bien, pas trop stressé? Non, ça va. La deuxième émission? C'est bon, là on est prêt, Très bien, parfait. Paul, bonsoir. Bonsoir à toi. Ça va bien? Très bien. Pas trop stressé non plus? Non, je te rétorque la question. Non, moi ça va, pareil. Ok, merci parfait. beaucoup, je me sens à l'aise là. Comment ça va Ilan? Moi ça va super et toi Mathias? Ça va parfait. Okay. Et enfin, vous l'avez reconnu sûrement, Jocelyn autour de la table. C'est ma première émission. Non, évidemment, c'est pas ma première émission. Un peu, alors pas vraiment stressé, mais dans une forme d'excitation un petit peu parce que c'est ma première chronique tout simplement à la soirée de l'info. Donc j'ai hâte de vous présenter ma chronique et je suis surtout très content que tu présentes aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit mot à vous tous dans le chat et à vous aussi sur le plateau. C'est les 1 an de la soirée de l'info, de notre belle chaîne, de notre émission. Donc j'aimerais remercier tous les chroniqueurs qui ont participé à nos émissions. Et puis vous, le chat, parce que vous nous avez suivis. Donc vraiment, merci. Et puis joyeux anniversaire. Bravo, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi surtout. Et puis à Thibaut en régie quand même, on peut le saluer. On fait un grand bisou. Moi je fais un bisou carrément. Je fais un bisou. On est là-dessus carrément. Bon. Eh bien, cette soirée de l'info va pouvoir débuter avec une chronique. Qui veut commencer autour de la table? Je crois qu'Ilan. Moi, Ilan, je me sens de quoi tu veux nous parler, Ilan, ce soir? Alors, écoutez, moi, je vais vous parler de Creed 3 et pas du film en lui-même parce que je sais que vous l'avez pas vu et je vais pas me permettre de vous spoiler parce qu'il est quand même pas mal. Je vais plutôt parler en fait des événements qui font le buzz carrément sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. C'est plutôt toutes les embrouilles, toutes les bagarres qu'il y a eu dans les séances. Alors Creed 3, pour reconstitualiser, c'est le 3e volet de la saga Creed, évidemment, comme son nom l'indique. Et cette saga, elle fait suite à la saga légendaire des Rocky. Et en gros, l'idée, c'est que Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, est entraîné par le légendaire Rocky Balboa, qui n'est d'ailleurs pas là dans le dernier film, et ça, c'est un autre débat. Et pourquoi t'as la raison ou pas de pourquoi il est pas là? Pourquoi il est pas là? Oui, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes de droit. Michael B. Jordan a été le principal investisseur, et je crois que Rocky l'a très mal pris, et il ne faisait pas partie du projet. Okay. Par contre, Stallone a laissé une porte ouverte, sous-entendant qu'il pourrait revenir dans un éventuel 4. Il y aurait un Creed 4? C'est l'idée. En tout cas, ça commence à faire beaucoup quand même. Des Rocky, il y en a beaucoup trop. Moi, je vous dis, ne regardez pas après le 4. Ouais. Parce que après, j'ai même entendu, alors je sais pas si c'est vrai parce que moi j'ai regardé qu'au 5, mais j'ai entendu 9. Peut-être que dans le chat il faut vérifier, mais j'espère que c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai entendu des trucs. En tout cas, déjà le 5 était terrible et je suis pas allé plus loin. Bon, enfin bref. Même si j'adore ces films-là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est exactement comme j'ai dit tout à l'heure, le bad buzz qu'il y a autour du film, enfin plutôt de ce qui se passe dans les séances, notamment en France, pas seulement, mais on y viendra. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines d'embrouilles et des dizaines de bagarres, comme par exemple à Ivry, à Dreux, à Annemasse, à Charleville-Mézières. La police a même dû intervenir et a interpellé une vingtaine de gens qui venaient regarder le film à Saint-Étienne. À Dreux, ils ont décidé carrément de déprogrammer le film parce qu'ils ont très mal vécu, parce qu'il y a eu une très grosse bagarre là-bas. Je crois que c'était d'ailleurs la plus grosse, en tout cas de celle que j'ai vue sur Twitter. Et j'ai vu aussi sur Cogonlin dans le Var, si on se rapproche un peu, pareil, le maire a décidé d'arrêter la diffusion du film dans sa ville. Il n'y a pas que Dreux, effectivement, il y en a d'autres, mais Dreux a beaucoup fait parler parce que c'était vraiment une très grosse bagarre qui a été filmée. Et on la voit, et franchement, c'est très impressionnant. Et c'est filmé tout ça en plus. Et il y a la police qui est intervenue. La police, c'est à Saint-Étienne. Et ils ont interpellé une vingtaine de personnes, il me semble. Ouais, donc il y a eu pas mal de. C'était une bagarre générale. Pas mal de bad buzz. Bagarre générale, vraie bagarre générale. Il y a eu des vraies bagarres générales. Voilà, là on voit. Celle-là, c'est celle d'Ivry, qui honnêtement, elle est gentille. La celle de gauche en bas, c'est celle de Dreux. C'est celle de Dreux, exactement. Donc, il y a eu des scènes très violentes, comme on a pu le voir sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, le Dreux, le cinéma a tweeté, je cite, qu'il souhaite préserver le bien-être et le confort de leur clientèle ainsi que de leurs collaborateurs. Et ça se comprend parce qu'il y a quand même eu des beaux cocards. Et franchement, voilà. Alors, en ce qui me concerne, j'ai vu le film à Saint-Raphaël, c'est à côté d'ici, dans le Var. Je l'ai vu.
Et honnêtement, à la petite échelle d'une ville qui n'est pas dingue, c'était déjà une ambiance très pesante parce que ça arrêtait pas de parler, c'était n'importe quoi, c'était pas bien fréquenté. Et j'ai ressenti cette espèce de mood de bagarre qu'il y a autour de Creed. La séance après moi, c'était encore pire. Et d'ailleurs, il y a eu un TikTok qui a fait le buzz où un mec s'est levé, il a commencé à dire tout le monde fermez-la et tout. Enfin bref, le mec du cinéma est lui-même venu. Et justement, est-ce que les réseaux sociaux, ça a pas un peu amplifié le phénomène et attiré de plus en plus de monde qui veulent les gens ils viennent montrer le spectacle et se croire. Je suis complètement d'accord avec toi, Jocelyn. Je pense que les réseaux sociaux, il y a une hype autour de ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Brut avait fait un sujet là-dessus. Les gens regardent énormément de violence. Les hashtags bagarre, baston, tout ça sont hyper cherchés sur Twitter notamment. Les gens aiment la violence et peut-être que ça a encouragé des gens qui... Mais tu penses que les cinémas c'est devenu un peu le nouveau point de rendez-vous justement de ces personnes, de gangs, enfin pas de gangs mais de groupes opposés? Pourquoi ça se bat en fait? Est-ce qu'on a la raison de pourquoi ils se battent? C'est une très bonne question et j'allais y venir. En réalité, c'est loin d'être le premier film qui est qui est touché par des problèmes de violence. Par exemple, récemment, il y a eu le film Dragon Ball Broly, Dragon Ball Super Broly d'ailleurs, faut préciser, et One Piece Red. Donc, généralement, c'est des films de bagarre, des animés, des choses qui sont plutôt dans la jeunesse. Et dans les années 70-80, les Rocky eux-mêmes avaient suscité aussi beaucoup de violence. Donc, en vrai, ça touche vraiment les films qui parlent de bagarre en fait. Je pense que la bagarre ramène de la testostérone dans moi ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec la bagarre pour le coup. C'était je sais pas si vous vous souvenez du phénomène qu'il y a eu autour du film des Mignons. Oui. Il y avait des bandes d'hommes qui allaient voir les Mignons déguisés. Enfin, c'était vraiment ultra bizarre. Et c'était super amplifié par les réseaux sociaux. Et ça se faisait aux États-Unis, en France, etc. Et ils étaient tous en costard très classe. Mais ils avaient des attitudes très désagréables avec les autres. Et on me dit dans le chat, ils se sentent pousser des ailes à cause du film, donc c'est vrai qu'il y a un film de bagarre, peut-être on a envie de se bagarrer. Et on a Maxime qui dit, on le voit aussi avec les avant-premières sur les mangas, ça crie à la moindre action, ça donne plus envie d'aller au cinéma. Est-ce que c'est vrai que du coup, vu que c'est tellement médiatisé maintenant ce genre d'action, avec pareil avec Spider-Man aussi, c'est ça. Est-ce que maintenant on a peur justement des réactions au cinéma et de pas pouvoir profiter vraiment de son film? Je suis complètement d'accord avec ça, c'est vrai. Moi, alors ça parlait pas parce que je suis allé voir le premier week-end, donc il n'y avait pas eu de problème de bagarre, ou du moins c'était pas autant médiatisé que ça. Mais j'ai pas du tout apprécié. Creed 1, c'est mon film préféré. J'ai adoré les trois. Pour le coup, je pense que c'est un très bon film et que je reverrai parce qu'il y a une scène très chargée, très importante au milieu du film. Je vais pas vous spoiler évidemment. Ça a été complètement gâché parce que c'est une scène assez calme. Ça discute, c'est des dialogues et c'était insupportable. L'ambiance était insupportable. On entendait des ta gueule voler partout. Enfin, c'était vraiment pesant et ça gâche le truc et c'est même stressant en fait. On n'en a pas pour notre argent parce que le ciné ça coûte cher quand même. Tu payes ta place, tu prends ton popcorn. Et puis en plus le cinéma traverse une petite crise en ce moment. Enfin, depuis la crise du Covid justement, il y a très peu de personnes qui continuent à aller au cinéma. C'est vrai. C'est important d'y aller, hein. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller quand même au cinéma. Faut pas avoir peur. Justement de ces manifestations dans les cinémas, c'est important de faire vivre le cinéma. C'est important aussi de rappeler que évidemment il y a eu quand même des séances qui se sont mal passées qui ont été plutôt pesantes, etc. Mais c'est pas non plus une généralité. Évidemment, c'est juste malheureux qu'il se soit passé ça, mais ça reste quand même une minorité. Il faut le rappeler. Parce que c'est tellement choquant qu'on va pas parler des séances où ça se passe bien. C'est comme à chaque fois. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu des scènes violentes aussi en Allemagne et en Italie. La France n'est pas isolée, hein. Mais je pense qu'on met quand même un bon KO à nos concurrents européens parce que là on a vraiment battu des records, je pense. Mais encore une fois, on est loin d'être les seuls. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est des films qui font monter la testostérone. Après, c'est un peu le but. C'est des films très motivants. Et c'est très dommage parce que, comme tu l'as dit, il y a une crise du cinéma et c'était une année où il y a des super sorties. Il y a eu Avatar 2, il y a eu des trucs comme ça. Et si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez aller voir le film en étant tranquille, allez le voir en VO parce qu'aucune séance VO n'a eu de problème. C'est exactement ce qu'on me dit. Je suis allé le voir en VO et aucun souci. Exactement. Donc les séances en VO n'ont pas de souci, c'est les séances en VF qui créent beaucoup de problèmes et les séances en VO sont tout aussi pleines. Hein. Dans les grands cinémas, c'est complètement plein à craquer. Peut-être que les gens sont concentrés dans les sous-titres, ils écoutent l'anglais. C'est vrai, Et surtout, ça démarre sur des choses bêtes. Hein. Tout à l'heure, le tweet, ça disait que ça s'est démarré juste parce qu'une personne. Une femme au téléphone. Exactement. Un flash de téléphone, un truc comme ça. Une discussion, c'est vraiment des choses bêtes. Peut-être qu'il y a aussi l'ambiance, les personnes qui se pensent être directement sur le ring, qui se disent on va régler ça aux mains. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un phénomène assez fou.
Bon, Ouais. c'est bon, Ilan, tu nous as Moi, raconté j'ai fait le tour. Ouais. Bon, c'est parfait. Qui veut se lancer pour la deuxième chronique? Je vous laisse l'honneur. Eh ben moi je veux bien. Allez, vas-y. Allez. De quoi Donc, tu nous parlais? Moi je vous parlais de l'affaire d'Euro Challenge. Donc il y a eu une escroquerie avec cette agence. Et donc ça lie en fait les parents de Swan et Neo, donc qui s'appellent Gaëlle Bulot, plus connue sous le nom de Sophie Fantasy, ça c'est son nom d'influenceuse sur internet, et Grégory Tonnet, qu'on voit donc à l'image, et qui se fait vraiment connaître sous le nom de Greg Inside. Et donc, comme je l'ai dit, c'est les deux parents de Swan et Neo. Donc dans un premier temps, je vais vous parler d'Euro Challenge, en quoi ça consiste réellement, et puis après, on va passer au verdict qui a eu lieu lundi matin au tribunal judiciaire de Lyon. Donc, Euro Challenge, c'est une agence matrimoniale. Donc pour faire simple, une agence matrimoniale, c'est un peu l'ancêtre des applications de rencontres qu'on a aujourd'hui. Et donc, en l'occurrence, cette agence d'Euro Challenge, elle mettait en lien des hommes français avec des femmes des pays de l'Est, d'Asie ou d'Afrique. Alors le problème aussi avec les agences matrimoniales, parce que tu dis c'est l'ancêtre des applications de rencontres, c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas deux personnes qui... Ouais, non, c'est vraiment une agence... contre de l'argent et voilà, c'est ça, exactement. C'est des échanges tarifés. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, comme les applications de rencontre, même si ça n'a pas vraiment le même fonctionnement. Et donc, cette agence, elle existe depuis longtemps, puisqu'elle a été créée en 1996 par Anne-Marie Muset. Et donc, en fait, c'est une affaire familiale. Donc, c'est-à-dire que Anne-Marie Muset, c'est la mère de Grégory Tonnet, et il y a également les deux frères de Grégory Tonnet, qui s'appellent Roland Tonnet et Pierre-Alexis Tonnet. Donc, cette agence, c'est la première, enfin du moins c'est la plus connue en France. Elle a un chiffre d'affaires quand même de 7 millions d'euros en 2012. Ah oui. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont en fait sur cette... Et c'est réservé uniquement aux hommes? Parce que tu disais des hommes peuvent rencontrer des femmes ou... Alors c'est vraiment des hommes qui rencontrent des femmes des pays de l'Est. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça qu'il faut Il y a expliquer, pas de c'est qu'il y a un femmes. esprit Donc, un peu plus malsain quand même derrière. Voilà, c'est ça. C'est pas un site de rencontre lambda. C'est que des hommes qui rencontrent Et les ces hommes peuvent femmes. rencontrer Donc d'autres là par hommes, exemple ou- on le voit à l'image, ça c'est une femme des pays de l'Est qui vient d'Ukraine si je me trompe pas. Et donc parfois il y a même l'utilisation des photos qui ne sont pas du tout appropriées. C'est pas des photos qui sont vérifiées, elles sont pas libres de droit, donc c'est de la publicité un peu mensongère. Et donc l'escroquerie qui est autour de ça, c'est que en fait ils avaient des clients, des hommes français, et ils devaient organiser la rencontre pour que la relation se fasse. Sauf que soit des fois il n'y avait pas de rencontre, soit il y avait des problèmes puisque les photos n'étaient pas du tout représentatives avec les femmes qui avaient là. Et puis aussi ils devaient être remboursés pour leur voyage, sauf que ça n'a jamais été fait, sinon ils allaient être poursuivis en justice. J'ai vu ça même sur les chambres d'hôtel. Ils disaient Voilà, à leurs ça. clients, réservez la chambre d'hôtel, on vous rembourse après. Et en fait, ils étaient jamais remboursés. Ah oui, ok. Et souvent, on veut faire une bonne impression pour une première rencontre. Donc les chambres d'hôtel, les clients qui Exactement. déboursaient de l'argent, ils mettaient aussi encore plus d'argent justement dans ces chambres d'hôtel. Et donc ça faisait des gros déficits à la fin pour les clients. Et puis j'ai lu aussi quelque chose là-dessus. C'était souvent des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Oui. Et donc le fait qu'ils soient remboursés par l'agence, ça leur permettait en fait de jouer un peu le jeu. L'agence elle joue sur des biais psychologiques, Exactement, des faiblesses donc de c'est certaines très, personnes. c'est très malsain. C'est clair. Et donc, entre 2010 et 2014, il y a eu 340 hommes qui se sont fait escroquer par Euro Challenge. Oui, quand même. Quel est le lien en fait avec Sophie Fantasy? C'est tout simplement qu'elle a été en fait amenée par Grégory dans l'agence. Dans l'affaire, oui. Voilà. Et en fait, elle était directrice commerciale, donc c'est elle qui organisait les voyages de ces hommes-là dans les pays de l'Est, en Afrique et en Asie. Et donc, forcément, ils ont porté plainte parce que c'est de l'escroquerie. Et donc, le jugement est tombé lundi matin au tribunal judiciaire de Lyon. Et Grégory Tonnet ainsi que sa femme ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, donc ce qui fait 3 ans et demi de prison ferme chacun, et 100 000 euros d'amende chacun aussi. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est Et mérité quand même. est-ce qu'on connaît la peine encourue maximale? Parce que là, c'est la peine qui a été décidée, le verdict final, mais est-ce que tu connais ou pas du tout Pas du tout. J'ai regardé vraiment, il parlait que de ce qui était tombé lundi. Oui, bien sûr. Et donc tout ça, c'est tombé pour harcèlement moral, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée. Ah oui, quand même. Voilà, donc Ça il y a fait beaucoup. beaucoup de choses. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on joue sur des biais Voilà, c'est ça. de psychologique, des faiblesses, et donc il y a forcément
au-delà d'une escroquerie, il y a un abus de faiblesse. Il y a un abus de faiblesse donc sur des hommes qui n'avaient pas forcément les moyens de tout payer. Et donc voilà. Et tu le disais, excuse-moi, mais oui, vas-y. Les escroqueries elles ont été faites entre 2010 et 2014. Ouais. Est-ce que l'entreprise, quand ces escroqueries ont été révélées, est-ce qu'elle a dû fermer? Est-ce qu'elle est aujourd'hui elle est encore active? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Heureusement. Bon, c'est déjà, Heureusement quand même. Heureusement. Déjà. Mais il fallait quand même savoir qu'ils avaient quand même 17 agences partout en France. D'accord. Donc c'était quand même un vrai C'était truc. pas centré, c'était pas une ville. C'était pas centré, il y en avait à C'était un Paris, il y en vrai avait à truc. Marseille, à Lyon, c'est là où en fait ça a été créé. Et juste, est-ce que tu sais qui était l'actionnaire majoritaire de ça? Est-ce que tu sais qui était en gros C'était la famille en fait. C'était la famille. En fait, c'est vraiment une agence familiale où il y a les 3 frères. Ah ouais. Et il y a donc la mère qui est la créatrice de tout ça. Donc la vraie question qu'on se pose, c'est quel est l'avenir donc pour Swan et Neo, qui sont donc les enfants de Sophie Fantasy et Ils sont Greg toujours Inside. mineurs, les deux sont toujours Non, mineurs. Neo est devenu majeur il y a quelques semaines. Ah, je croyais qu'il avait encore 17 ans là. Non, 18 ans. il a eu 18 ans, il a fêté Est-ce son que- anniversaire mais sur est-ce TikTok, que je ça crois en change- plus. Oui, bah, est-ce que ça Il a change dû quelque chose passer un vraiment, merveilleux Maintenant anniversaire. qu'il est quoi. majeur, il a Ah, un statut honnêtement, majeur. Ah oui, le Voilà. pauvre. il va s'en rappeler de sa Et majorité. Swan, Ah, 11 ans, c'est c'est sûr. ça? Et Swan, il a 11 ans, c'est ça. Ah, oui. Donc le procureur va saisir dans les prochains jours le juge pour enfants. Et donc Ouais. il y a 2 solutions qui s'offrent à Swan. Soit il sera pris en charge par un membre de la famille, soit tout simplement il sera envoyé dans une famille d'accueil. Donc c'est un petit peu délicat Oui. quand on a 11 ans et puis quand on a surtout oui. une vie assez C'est hyper médiatisée. compliqué, voilà, ils sont hyper médiatisés. Hein. La chaîne Ouais. Swan et Neo regroupe 6 160 000 abonnés à l'heure actuelle. Ouais. Et Neo tout seul. Neo the One. Neo the One, voilà, 2 280 000. Donc Ah oui, c'est quand des même. personnes jeunes, hyper médiatisées, qui se retrouvent un peu dans une affaire quand même importante avec leurs parents en prison. Hein. Et gérer ça, il faut qu'il gère toute la pression médiatique Mhm. seul surtout en fait. C'est ça, voilà, parce que donc on peut le voir ici. Donc là, on a des miniatures de vidéos de Neo the One à droite et de Swan et Neo à gauche. Et donc dans cette vidéo, en fait, il parle de la situation actuelle avec ses parents. Bon, ces vidéos datent d'il y a 2 mois parce qu'ils étaient vraiment encore en plein dans l'affaire. Bien sûr. Et donc il annonce en fait à ses abonnés que ses parents seront bien moins présents sur les réseaux sociaux et que Neo du coup allait gérer à 100% sa chaîne comme il le fait et celle de Swan et la sienne parce que c'est les 2 noms. Il faut savoir que c'était la mère qui filmait Swan et Neo et le père qui montait les vidéos. Donc là c'est Neo qui va prendre à 100% la chaîne tout simplement. Bah, c'est D'accord. bien qu'il arrive à rebondir quand même. C'est pas une période compliquée. C'est pas une même période, si ouais. il n'est pas coupable de ce qu'ont fait leurs parents. Donc Bien sûr. c'est vrai que Ah oui, ils ont super rien à voir compliqué, parce que voilà. comme je vous l'ai dit c'est des enfants. c'était il y a Ouais, 10 c'est ans. clair, c'est la ouais, mère c'était il y a qui- 10 c'est ans, les parents qui ont tout fait. les deux. Donc, voilà, c'est ça. Donc ils ont rien à voir avec ça, mais il y a eu quand même quelques Ouais. commentaires un peu haineux. Exactement. Sous Sous une vidéo du ouais. Figaro, j'ai vu des commentaires terribles envers les enfants. Alors qu'ils sont pour Ouais. Ils rien. n'ont rien fait. Ouais. Ouais, exactement. Alors que c'est Et eux les moi, je premiers à pense subir cette et situation. ils ont dû subir pas mal de choses Là, on a en des plus exemples, aussi. de commentaires. c'est le problème Voilà. de la médiatisation quand on est vraiment jeune et Qui fait arriver malin à pour encaisser voir, tout, exactement, il y a les deux, là. tout le déversement de la haine. Donc voilà, on pense quand même à Swan et Neo. Ouais. Et moi j'ai une petite question juste. Est-ce que alors le petit c'est Swan, ouais. Est-ce que Swan peut choisir de vivre avec son frère vu qu'il est majeur? Alors ça, ils en ont pas vraiment parlé dans la presse. Ouais. Vraiment, les 2 solutions qui disaient, c'était soit la famille d'accueil, soit qu'un membre Soit un de la membre de sa famille. famille. Mais moi je Voilà. me demande est-ce que son Oui, frère c'est étant ça. majeur Bah, ça marche? Peut-être. Mais pas sûr, peut-être c'est pas qu'il vraiment vivait un avec facteur ses légal. parents. Il est majeur, hein. Mais le majeur il vivait est peut-être majeur. avec ses parents, donc ça revient au même au final. C'est peut-être ça la finalité. De toute façon, Et qu'il vivait avec. il rentre Après, en ça, c'est cours de quelque chose de- justice. Oui, et voilà. ça se Dans tous décide. les cas, voilà, Si le- dans le chat ils savent, c'est Non, dans le je chat pense pour que c'est l'instant, on intéressant. dit ils subissent déjà pas mal d'harcèlement de par leur popularité, ça risque d'être Ça, c'est pire. vrai. J'espère qu'ils seront bien protégés. C'est vrai que Bien sûr. peut-être que Swan, peut-être pendant un petit Parce que moment, lui, c'est un s'écartait petit, aussi, des il est réseaux petit. sociaux. Bien sûr. Je suis pas sûr que Neo puisse gérer et donc Après, les chaînes YouTube et la scolarité de Quand Swan. on a C'est grandi, clair. quand on a grandi dans ce cadre-là et Oui. qu'on a vécu autour des caméras et qu'on pense que le seul revenu professionnel qu'on peut avoir c'est les caméras et les médias, je pense que ça va être difficile aussi pour eux de s'écarter de ça parce que ils ont grandi là-dedans et c'est tout C'est naturel pour eux de. C'est presque un quotidien C'est parce ça. que il y a de nombreuses vidéos qui sortaient par semaine. Ouais. Je crois que c'était 3 à 4 vidéos par semaine, donc c'était quand même beaucoup. Il y avait un rythme assez soutenu. Et donc voilà, ça va être compliqué de se détacher, Difficile comme de tu se l'as dit. détacher, Voilà, bien c'est sûr. ça. Et moi j'ai tout de suite pensé à son grand frère parce que c'est avec lui qu'il vit et je Ouais. pense que s'il y a bien quelqu'un, en tout cas moi j'ai un petit frère et je sais qu'il serait bien plus heureux
de rester avec moi que d'être avec c'est sûr. quelqu'un plus éloigné dans la famille avec qui il a pas Il faut vécu. prouver que tu peux t'en occuper. Et voilà, exactement. Je suis pas sûr que Néo il puisse l'emmener à l'école tous les jours. Ouais, bien sûr, évidemment. C'est ça aussi que je me disais. Donc voilà. Bon, c'est bon, Paul, tu nous as tout dit sur cette affaire. Ouais, c'est bon. À moins que vous vouliez savoir les peines pour les autres. Ah oui, vas-y. Donc, pour la mère, oui. qui est la créatrice de l'agence, elle a écopé donc de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis et une amende de 20 000 euros. D'accord. Et pour ce qui est des 2 autres frères, Roland et Pierre-Alexis, eux, ils ont 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis et 10 000 euros d'amende. D'accord. Bon, Donc les 2 parents ont finalement les peines les plus faibles parmi tous les membres de la famille. Les parents de Swan et Néo, oui, parce que je pense que c'était eux à la tête à ce moment-là dans l'agence, donc c'est normal que ce soit eux qui étaient. Enfin, je pense que c'était les PDG de l'agence. La mère est juste à l'origine de la mère est juste créatrice. Donc, bien sûr. Okay. Enfin voilà. Bon, très bien, merci Paul. Mais de rien. N'hésitez pas toujours à réagir dans le chat, je vois pas mal de messages. Voilà, ça dit un peu de tout et un peu de n'importe quoi, mais c'est pas grave. Continuez à réagir, il n'y a pas de souci. Qui veut enchaîner, Cassandra ou Jocelyn? Tu veux y aller, tu veux faire Comme tu veux. Pierre feuille ciseaux. Allez, non, c'est bon, j'y vais. Allez, vas-y, Cassandra. Allez. Donc moi, du coup, je vais vous parler des frites de McDo, parce que depuis le 7 mars, McDo ont décidé de changer leur traditionnel potatoes contre des frites aux légumes. Donc on ne sait pas trop la durée de cette décision. On estime que ça va durer environ 1 mois. Et donc on va pouvoir retrouver des cornets de frites avec des betteraves, des carottes et des panais. Donc les internautes ont été un peu mitigés. On a eu beaucoup de réactions différentes parce que là on voit une très belle publicité qui donne bien envie, mais la réalité est tout autre. Sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup fait réagir. En effet, les frites ne ressemblent pas du tout à ça dans la vraie vie. Et de plus, on a une opinion qui est mitigée. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pas la même chose. C'est clair que ça donne pas vraiment envie. C'est ça, tout le monde a été très déçu. Ah ouais. Dans la nouvelle vaisselle jetable. Et en plus, dans la nouvelle vaisselle jetable. Donc, c'est le combo en fait. Ah ouais, non, mais Ils prennent cher à la friteuse. Pire. Les légumes. Ça rend encore plus moche que l'habitude de. Tu sais, d'habitude, t'as le Big Mac en photo et celui dans ton c'est ça, plateau. exactement. Mais alors là, c'est c'est encore pire. Là, non, mais là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ah ouais. C'est clair. Et du coup, on a eu une réaction qui était mitigée de la part notamment des grands-parents et des parents qui, eux, sont les premiers à être ravis de cette décision. Ils pensent tout de suite que les enfants vont pouvoir enfin manger des légumes, chose qu'ils ne faisaient pas à McDo ni dans aucun fast-food. Mais on a aussi une autre team qui est les jeunes et les adolescents, etc., qui, eux, trouvent que quand on vient à McDo, on vient rechercher autre chose que manger des légumes, en fait. Et c'est pas pour ça. Mais on devrait avoir le choix. Alors, est-ce que ça ressemble encore à un légume? C'est ça la question. C'est aussi. ça, et en plus, c'est ça. Mais on va vite découvrir par la suite que cette nouvelle restriction, en fait, c'est censé être plus sain pour tout le monde. C'est censé apporter des nouvelles qualités nutritionnelles, etc., mais en fait, pas du tout, parce que ces frites-là, elles sont cuites dans la même huile que des frites classiques. D'accord. Oui. Et donc, il n'y a aucun apport nutritionnel en plus, parce que le peu d'apport nutritionnel qu'il pourrait y avoir en plus ne résiste pas à la forte chaleur qu'on retrouve dans les friteuses. Ouais, j'ai vu ça, c'est les vitamines et les minéraux, ils brûlent lors de la cuisson. Ok. Et donc, bien sûr. en fait, il n'y a rien de plus. Il n'y a que les fibres fibres qui restent un tout petit peu. Mais donc en soi, il y a juste la et couleur on qui voit va même, changer. c'est ça, on voit même que ces frites-là sont plus caloriques que des frites normales. Avec, j'ai même les chiffres là. Pour 100 grammes de ces frites-là, on est à 314 calories contre 289 calories pour 100 grammes de frites normales. Donc c'est contre-productif en fait. Donc c'est totalement contre-productif en fait. On a une décision qui est de manger plus sain pour au final en arriver au même point. Surtout qu'on a une quantité énorme de sel autant dans ces frites que dans les anciennes. Donc on peut vraiment se demander à quoi sert cette mesure en fait au final. Et puis le sel, ça devient vraiment un problème. Les recommandations journalières, on est sur 5 grammes par jour par être humain. Là, notre consommation actuelle, on est entre 9 et 12 grammes, donc c'est beaucoup trop. Exactement. Et même si McDo c'est pareil pour le veut sucre, un peu écolo ou un peu Après, plus... c'est l'opération marketing de McDonald's et ça. ils ont toujours fonctionné comme ça. Par exemple, en France, je sais que McDonald's a été le premier pays à l'afficher en vert. Parce que vert, le greenwashing, c'est ça, le greenwashing. Alors qu'en soi, aux États-Unis, ça a toujours été resté rouge, etc. Mais l'enseigne McDo en France, vous voyez, c'est vert. C'est vert. Ensuite, on a eu les frites, les couverts recyclables. Alors normalement, ils ont été imposés par la loi, mais ils ont utilisé cette loi. On leur a imposé ça. Ils ont utilisé ça pour faire du marketing avec des pubs en disant, je me souviens, je l'ai vu à la télé, comme notre fast-food n'est pas comme les autres, notre vaisselle non plus, mais en soi oui, parce que Burger King et tous les autres fast-food
sont obligés d'utiliser de la vaisselle jetable aussi. Pour ces frites, ils ont fait beaucoup de publicité. Au final, partout, on en a entendu parler partout, mais on peut presque dire que c'est pour rien parce qu'ils sont plus critiqués qu'autre chose. Mais pour beaucoup, on pense que c'est vraiment qu'un coup de com' et que c'est rien de plus. C'est un mauvais coup de com' en fait, ils ont raté leur coup. C'est ça, c'est ce qu'on peut se demander en fait. Et puis tu disais que ça va pas rester, c'est pas définitif. On pense que ce sera environ un mois. Oui, j'ai vu que c'est 3-4 semaines. Voilà, donc raison de plus. Dans le chat, c'est un test. En fait, je pense qu'ils ont fait un test. En fait, c'est dans un le chat, test. on dit il y a le choix normalement, tu peux prendre des frites classiques. Oui, C'est ces ça. frites-là remplissent juste les potatoes. Ça remplace que les potatoes. Bah alors Et à la du limite, coup, ils auraient dû rajouter ça. Laisser les potatoes. Les potatoes, Bah, c'est on sait très Le problème, c'est que personne ne les aurait pris. C'est ça, personne. Enfin, quand tu vois ça, t'as pas forcément envie de les prendre alors que t'as des bonnes C'est potatoes très qui clair, t'attendent. Ouais, et du coup, la question la plus importante en vrai, c'est est-ce que c'est bon? Ah, j'ai pas goûté moi, mais j'ai pas trop envie en voyant ces et images. les gens, parce que J'ai les pas avis, goûté non plus. en vrai, l'aspect physique, bon, c'est ragoûtant, mais c'est pas la première fois qu'on voit des choses McDo pas très séduisantes. Tu as vu si les gens appréciaient ça ou pas? Ben, justement, c'est ce que je disais, il y en a vraiment, la majorité n'aime pas ça. La majorité pense aussi que le goût change et que c'est atroce en quelque sorte. Mais je pense qu'ils exagèrent beaucoup parce que c'est des légumes. probablement. Et forcément, Puis c'est Internet Probablement. aussi. Moi, j'ai vu Internet, pas mal. Twitter, Après, les pommes de TikTok, terre, c'est non, ça. c'est pas des légumes. Pas mal de réactions. Comment On dit oui, Ah tu si, les prends une bah, fois, c'est puis c'est après, pareil, c'est le même c'est pour problème. l'anecdote en fait. Et puis voilà, attaquez-vous à mon chien, à ma famille, mais pas aux potatoes McDo. Ouais, Guillaume, t'inquiète pas, vont bientôt revenir les potatoes. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est comment les autres fast-food, et en l'occurrence McDo, ils peuvent s'adapter à la nouvelle demande qui fait face à eux, parce que maintenant, forcément, on est dans une société où les gens veulent manger plus sain, où les gens commencent à se poser des questions sur leurs aliments, d'où proviennent ce qu'ils mangent. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, et notamment à McDo, on ne se rend pas vraiment compte, mais depuis quelques années, ils ont fait des efforts. Par exemple, dans les Happy Meal, à la base, il y avait beaucoup plus de frites que prévu. Maintenant, ils ont réussi à faire progresser ça en baissant les portions de frites. On a également les jus de pommes qui ont été remplacés par des jus de pommes artisanaux, en fait. Et puis il y a des fruits aussi. Maintenant, on a des fruits, exactement. Il y a tous les comment ça s'appelle déjà, les additifs artificiels qui ont été retirés des burgers et des nuggets. En fait, ils ont fait plein d'efforts, et c'est notamment aussi au McDo de Singapour qu'on a pu voir des grands progrès. En fait, ils sont en avance comparé à nous, la France, où on fait des menus Eat Light, comme on voit là-bas. En fait, c'est des menus qui regroupent que des aliments qui ne dépassent pas les 5000 calories. Donc, on peut se faire un bon menu avec un bon burger en dessous des 500 calories. Et je pense que c'est vraiment une très bonne idée de leur part pour lutter contre ça. Ça peut être une solution. C'est ça. Le besoin journalier, je crois qu'il est à 1500 calories pour un homme. C'est 1800 pour les femmes et 2200 pour un homme. Ah pardon, ouais, je crois. Merci. Et en plus, maintenant, il y a aussi un nouveau problème qui se pose, c'est quand on va à McDo, on se donne bonne conscience en se disant qu'on va peut-être manger une salade. Enfin, je pense pas que ce soit le cas pour une grande partie des gens, où on peut se dire on va manger un burger au poisson. Mais au final, on se rend vite compte que les burgers sont même moins caloriques que les salades, parce que forcément, dans les salades, on rajoute de la charcuterie, du fromage, des croûtons, etc. Dans les burgers qui sont à base de poisson ou de poulet, forcément, c'est frit encore dans l'huile. Et du coup, c'est vraiment un vrai problème, ça. Il faut lutter contre ça, trouver des solutions. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment trouvé des vraies, à part les nouvelles... à la limite, on a les nouvelles restrictions véganes, végétaliennes, etc., qui commencent à faire leur entrée. C'était aussi pour correspondre à l'attente des consommateurs, Exactement, mais pas forcément pour régler les problèmes de santé. C'est ça. Maintenant, il y en a beaucoup qui le deviennent exprès pour manger mieux, mais c'est pas encore très développé, quoi. Après, moi je me dis, aujourd'hui, McDonald's, on sait tous que les prix augmentent un peu partout, c'est l'inflation, ça on le sait très bien, mais McDonald's, je pense qu'ils sont face à quelque chose d'embêtant. Il y a, d'un point de vue marketing, il y a déjà l'aspect sociétal, même international, d'une volonté de manger mieux, de s'intéresser beaucoup plus, comme tu l'as dit, mais aussi le fait que, en fait, s'ils font ça, on sait tous que quand on veut manger bien, ça coûte cher. Bien sûr. Donc s'ils font ça, ça va coûter plus cher. Ils sont plus assez compétitifs. Exactement. Ça, ils sont plus assez compétitifs, et entre un McDonald's où tu manges mieux, mais tu payes plus, et un Burger King ou un KFC où tu vas payer moins et tu vas manger en plus, c'est vachement bon. Et McDonald's, ils sont aussi très critiqués pour le fait que quand tu manges, après tu sors, t'as encore faim. C'est vrai, donc, c'est très vrai. Si tu rajoutes plus de salade, ça va pas me donner moins faim, grand chose. Exactement. Donc je pense qu'ils sont face à un sacré mur quand même. C'est ça. Puis maintenant, en fait, si on veut manger bien, il faut vraiment aller plus dans des restaurants locaux à côté de chez nous qui sont pas des franchises si on veut manger bien, mais ça coûte très très cher, donc c'est compliqué. Et enfin, on a vu quand même qu'on progresse. Par exemple, en 2016, on a aussi interdit les
les distributeurs de boissons à volonté. C'est déjà un grand pas. Oui. Et je pense que si on continue dans cette voie, quand même, on peut peut-être arriver à... c'était bien quand même le distributeur de boissons. C'était bien, mais c'était quand même... c'est pour limiter le risque de surpoids et d'obésité, c'est pour ça. Et puis pour les dents aussi. Et pour les dents aussi, le sucre, c'était terrible. Très bien. Bon, Cassandra, t'en as fini avec le côté nutrition. J'en ai fini. Avant de passer à Jocelyn, je crois qu'il y a un message pour toi, Paul, ton frère. Rendez-nous nos frites, s'il vous plaît. Venez dans les Vosges à Girancourt. Il y a la foire de la frite. Paul, bénévole cette année ou pas ? Oui, je vais répondre favorablement. Bon, très bien. Parfait. On ira manger tes frites, Paul. On ira tous à Girancourt. Et venez à Girancourt. C'est très convivial en plus. On va passer à notre dernière chronique avec Jocelyn qui va nous parler. Je vais vous parler de la journée des droits des femmes. Donc, qui a eu lieu cette semaine, le 8 mars précisément, comme chaque année. Je crois que tu avais la date de la création, parce que j'ai vu que tu avais préparé. En effet, la première non officielle s'est produite en 1909 et la première date officielle de la Journée internationale des droits de la femme a été créée par l'ONU en 1973. Donc ça fait maintenant 46 ans. Voilà, cette journée a fêté ses 46 ans cette année. Et donc cette année, pour la 46e année, on a encore des femmes qui sont descendues dans la rue, mais pas seulement des femmes, aussi des hommes évidemment, pour défendre les droits des femmes. Je précise, c'est pas la journée de la femme, mais c'est bien la journée des droits des femmes. Internationale. La journée internationale. La journée internationale, mais ce qui est important, c'est le droit, parce que c'est très critiqué le fait qu'on dise la journée de la femme. Donc je préfère préciser. Alors les chiffres sont assez difficiles à quantifier parce que donc, le 8 mars, c'était le lendemain du 7 mars, et le 7 mars c'était la grève intersyndicale contre la réforme des retraites qui a été reconduite le lendemain. Donc ça a été assez difficile de savoir combien de femmes et d'hommes ont participé à cette manifestation, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a une progression par rapport à l'année dernière, même si je sais, on en a parlé avant sur le plateau, c'est encore assez peu médiatisé et relayé, même si les médias font des efforts pour consacrer leurs émissions et leur format autour des femmes importantes. Et puis la médiatisation est parfois de mauvais goût, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça, on fait des efforts. Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce côté-là. La majorité des gens, je pense qu'ils ne comprennent pas. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous résumer un peu les revendications qui ont été faites pendant ce 8 mars à travers des pancartes. Donc je vous donne juste une première pancarte, c'est pour l'introduction, on va dire, voilà. Délivrons-nous du mal. Voilà, ça c'est un petit jeu de mots. Évidemment, toutes les pancartes sont faites avec des jeux de mots. On va directement passer à la deuxième pancarte, et je vais vous parler d'une maladie qui touche une femme sur 10 en France. Donc c'est l'endométriose. Alors c'est pas la seule maladie hormonale qui touche les femmes, mais c'est celle qui est la plus courante, on va dire, parce qu'elle touche quand même une femme sur 10, c'est énorme. Et pourquoi elle pose problème aujourd'hui ? Parce qu'elle est assez peu connue. Donc pour vous expliquer rapidement, elle est due à une mauvaise... les douleurs pendant l'endométriose sont dues à une mauvaise évacuation de l'endomètre pendant les règles. L'endomètre, c'est la paroi, la muqueuse qui se gonfle pendant tout le cycle hormonal, et on ne sait pas encore à quoi c'est dû. Et justement, il y a des problèmes avec les traitements qui sont pas accessibles, les rendez-vous aussi avec les spécialistes. C'est très très difficile pour une femme atteinte d'endométriose d'avoir un rendez-vous. On peut avoir jusqu'à des délais de 2 à 3 mois d'attente, sauf que quand on a une crise et qu'on ne peut pas aller travailler, c'est très difficile. Et je parlais du travail, il y a aussi un problème sur le motif d'arrêt maladie, parce qu'il est rejeté. Si on a une crise d'endométriose, par exemple, on ne peut pas avoir un arrêt maladie d'une journée si on a une crise. Surtout qu'en Espagne, maintenant, on a fait des progrès, par exemple. Il y a eu le congé menstruel en Espagne, etc. Et là, on n'avance pas sur ça. Très bizarre, on n'avance pas sur ça parce que c'est une maladie qui est encore très peu connue. Alors, on en parle quand même un peu plus depuis ces dernières années. L'année dernière, par exemple, Emmanuel Macron avait fait une annonce d'un plan national contre l'endométriose en expliquant des mesures, mais depuis 1 an, et justement c'est pour ça que les femmes étaient dans la rue, il n'y a pas eu vraiment d'avancement, donc on est toujours au même point, et elles ont manifesté pile pendant la 19e semaine européenne de prévention et d'information. Et vous voyez, c'est que la 19e semaine. Donc ça veut dire que ça fait quand même très peu de temps qu'on s'intéresse à sa maladie. Je me souviens que j'avais fait un article où j'avais interrogé des femmes qui étaient atteintes de cette maladie, et des femmes qui étaient d'une génération des années 80 et 90, elles connaissaient même pas tout simplement cette maladie. On pouvait pas leur dire vous êtes atteinte d'endométriose. C'est dingue. C'est juste les règles normales. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'était une première revendication. Il faut avancer, surtout informer que cette maladie existe et qu'il faut pouvoir la reconnaître comme telle.
Ensuite, très important, on a eu aussi l'IVG qui est revenu dans les revendications. Donc là, on veut le droit à l'avortement dans la Constitution et dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc l'IVG avait été adopté en premier lieu au Sénat, l'entrée de l'IVG dans la Constitution, parce que l'IVG est déjà autorisé en France. Bien sûr. Mais on voulait surtout protéger ce droit-là, parce qu'on l'a vu aux États-Unis, on commence à revenir sur ces droits. Donc en France, on voulait le protéger. Alors c'est passé à l'Assemblée nationale, mais au Sénat, c'est pas passé de la même manière. Et le problème, c'est que pour faire rentrer un texte dans la Constitution, c'est pas comme les autres textes où on peut juste mettre des amendements et s'ils sont votés, c'est bon. Il faut vraiment que la loi soit votée dans les mêmes termes exacts. À la virgule près. Ouais. À la virgule près. Et c'est pour ça que le Sénat a un peu joué là-dessus. Ils ont quand même voté favorablement, mais ils ont voté pour que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme à mettre fin à sa grossesse. Et donc ils ont parlé de liberté de la femme à mettre fin à sa grossesse et non pas un droit à l'IVG. Ça n'a rien à voir, les deux. Voilà. Liberté et droit dans la Constitution, c'est pas du tout exactement ça. Ils ont joué sur les termes. Et donc, comment on pourra arriver à une inscription de l'IVG dans la Constitution ? Déjà, si les deux chambres votent les mêmes termes, et ça, c'est un peu difficile. Ensuite, on aura deux choix qui s'imposent. Soit un référendum, et il y a très peu de chances que Emmanuel Macron propose un référendum, ou alors un projet de loi. Et à l'occasion, cette année, de la semaine européenne dont je parlais, Emmanuel Macron a donné la piste d'un projet de loi de l'IVG dans la Constitution. Donc voilà, c'est encore... Ça avance un petit peu, mais ça paraît quand même assez lent. Ça avance un petit peu, il y a des espoirs, mais pour l'instant c'est très lent. Mais déjà c'est positif. Mais c'est bien que ces manifestations aient fait double revendication entre guillemets pour les retraites, et justement ils ont profité de la masse dans la rue pour les Alors droits de la justement, femme. pour les retraites, tu en parlais, je parlais que c'était difficile pour quantifier. On a eu aussi une revendication par rapport aux retraites, parce que beaucoup dénoncent le fait qu'elles soient un peu machistes en fait, patriarcales, et qu'elles font perdre des droits aux femmes. Alors je rentrerai pas dans ce débat parce que c'est la réforme des retraites. Moi je vais me concentrer uniquement sur les revendications pour les droits des femmes. On a eu aussi évidemment un sujet qui revient très souvent et qui est malheureux, c'est les viols et les agressions sexuelles. Donc ici, on le voit, la honte doit changer de camp. Donc pour vous donner une idée, en 2021, parce qu'on n'a pas encore les chiffres exacts de 2022, en 2021, on a recensé 34 300 viols en France. C'est énorme. C'est énorme, et c'est surtout une hausse de 32% par rapport à l'année dernière, donc en 2020. Donc c'est encore plus terrible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de viols en France, et en plus il y a une progression. Ouais, ça fait une centaine par jour. C'est ça. C'est impressionnant. C'est quasiment 100 viols par jour. C'est 4 par heure. J'ai fait les maths. Ça paraît... 4 par heure, on Ouais, peut faire par minute, etc. Mais quand on réfléchit comme ça paraît... Le chiffre, c'est beaucoup plus impressionnant, évidemment. C'est vrai que c'est impressionnant, ouais. Et ensuite, par rapport à la justice, l'INSEE a révélé dans une étude que seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol ont été condamnés par la justice en 2020. Donc ça aussi, c'est assez terrifiant, et c'est quelque chose qui est très 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 difficile à légiférer et surtout à encadrer en termes de justice, parce qu'on joue sur des domaines intimes, sensibles, et donc pour cadrer ça dans la loi, c'est assez difficile en fait. Et aussi prouver, c'est très compliqué malheureusement. Et pour prouver, parce que en France, on part du principe que la personne... la présomption d'innocence. Voilà, il y a la présomption d'innocence, et donc on doit prouver non pas qu'il est coupable, mais qu'il est... Enfin non, on doit prouver qu'il est coupable et non pas qu'il est innocent. C'est compliqué, quoi. Donc c'est assez difficile. Et oui. Toujours dans ce sujet-là, on a la notion de violence gynécologique et obstétricale, pardon. Donc c'est toutes les violences qui sont liées à la médecine. Et là aussi, on a une difficulté, parce qu'il y a un débat juridique autour de la notion de viol ou d'agression sexuelle, parce que c'est encore plus difficile à qualifier, parce que là, on parle de médecine et on ne parle pas de rapport sexuel. Donc c'est encore plus difficile, et les femmes aimeraient une avancée. Par exemple, elle parle de l'affaire d'Émile Daraï. Vous savez, ce médecin gynécologue qui avait été mis en examen par rapport à des violences volontaires sur au moins 32 patientes. Il a pu, en février, il a été mis en examen en novembre, mais en février, il a pu continuer à exercer son métier. Donc voilà, c'est un peu toutes les revendications qui ont été faites cette année, et c'est les revendications malheureusement qu'on retrouve chaque année. Et je voulais les rappeler. Elles sont extrêmement légitimes. Tout ça, c'est extrêmement légitime. Et j'ai une dernière pancarte très importante.
Évidemment, en cette journée des droits des femmes, on rend honneur aux femmes qui sont importantes dans nos vies, les mamans. Donc, c'est toutes les femmes remarquables et bien sûr, bisous à toutes les mamans. Voilà, on vous aime. On vous aime. C'est bon, Jocelyn, tu nous as tout dit sur cette Voilà, sur cette belle journée. j'ai fait le tour des revendications. Non, c'était important de rappeler quand même ce sujet d'actualité. Oui, très sensible. On va partir maintenant sur le débat avec un autre sujet d'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler de comment améliorer les conditions de travail. Alors pour vous recontextualiser un peu le débat, un chiffre est sorti hier. Selon un cabinet de prévention des risques au travail qui s'appelle donc Empreinte Humaine, il y aurait 44% des employés français qui seraient en détresse psychologique. Alors, cette étude elle a duré pendant 3 ans, interrogé à peu près 2000 personnes et le constat est clair et très préoccupant. Est-ce que vous déjà, à titre personnel, vous avez remarqué que justement depuis cette période Covid, les personnes étaient de plus en plus stressées au travail ou fatiguées? Alors déjà, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu une vraie bascule à partir de la vision du travail en fait. C'est-à-dire que depuis la crise du Covid, beaucoup de personnes se sont interrogées sur leur carrière, sur leur orientation, etc. Et il y a vraiment j'ai l'impression que voilà, il y a eu un changement de regard sur le travail et comment le rapport au travail. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi que le télétravail, ça a permis en fait d'aller un peu plus tranquillement, d'être un peu plus tranquille chez soi et là d'avoir en fait des collègues dans un bureau, un patron qui est un peu derrière qui regarde comme ça peut peut-être aussi être un peu dérangeant. C'est source de stress. Puis l'équilibre, il a été perturbé complètement avec le Covid. On sait même plus comment travailler, de quelle façon. Puis on a des nouvelles responsabilités. En fait, c'est tout qui a changé. Et puis il y a eu l'émergence du télétravail et maintenant les gens doivent retourner dans des bureaux. Pas tout le monde est extrêmement à l'aise avec les autres. Le contact humain passe pas toujours forcément bien. Et je sais qu'il y a énormément d'angoisse des gens qui ont. On n'a pas tous une facilité extrême de vie en société ou même simplement de contact direct avec des gens tous les jours. Et ça crée vraiment une forme d'angoisse que moi en tout cas je ressens. Je pense qu'on le ressent tous. À toutes les échelles de n'importe quel travail. Mais c'est vrai que le télétravail, on a un peu perdu cette nuance entre lieu de travail et lieu de repos et d'habitation. Exactement. Et en plus, le télétravail, ça a favorisé le stress, l'isolement, la perte de motivation, la perte de reconnaissance sociale. Alors qu'au début, justement, au moment où ça a été une solution pendant la crise du Covid, beaucoup de gens se sont dit que ça pourrait être une solution à long terme. Après la crise du Covid, il y a beaucoup de bureaux qui ont été vidés, délaissés pour le télétravail. Et au final, on se rend compte que c'est vrai qu'au début, on se dit c'est bien, je travaille de chez moi, c'est plus tranquille. C'est vrai qu'à force, être tout seul tout le temps, ne pas avoir ce contact professionnel, c'est vrai que ça fait la séparation entre le cadre privé et le cadre professionnel est super importante. C'est vrai, bien sûr, très très important. Et oui, exactement. Si on travaille sur la même table sur laquelle on mange avec notre famille, c'est hyper bizarre. La séparation, elle doit se faire d'abord dans notre esprit, et c'est très compliqué pour ces gens-là parce qu'en fait, ça a fait tout et son inverse. Le télétravail au début c'était une solution qu'on a essayé de prolonger, et aujourd'hui ce que ça a créé, l'isolement, l'angoisse, le stress, le fait de ne plus savoir faire la part des choses, il se repasse la même chose en retournant au travail presque. Et c'est vrai que le télétravail, on voyait ça. Exactement. On voyait ça comme une solution. Aujourd'hui les solutions, on n'envisage plus le télétravail. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en avant, qui ont été essayées, la semaine de 4 jours, les semaines un peu plus réduites, les activités au travail. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut évoquer? Je veux bien parler de la semaine de 4 jours, puisque tu en parlais en premier. Donc la semaine de 4 jours, c'est une des solutions qu'on envisage pour améliorer les conditions de travail. Et elle a été testée au Royaume-Uni pendant 6 mois l'année dernière. Et les résultats ont été assez concluants. Alors, on sait que la semaine de 4 jours était déjà en opération dans les pays scandinaves, par exemple. Et on prend souvent l'exemple des pays scandinaves comme modèle. Mais au Royaume-Uni, qui est un pays plus proche en termes de société et d'organisation de travail par rapport à la France, donc 60 entreprises se sont lancées pendant 6 mois sur une semaine de 4 jours, avec le même salaire qu'une semaine de 5 jours, évidemment, c'est ça qui est important. Et on remarque que les recettes ont été constantes, donc il n'y a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires ni la productivité, donc c'est déjà positif. Et il y a même eu une petite progression, 1,4% en moyenne. Donc niveau, on va dire, rentabilité et marketing, il n'y a pas de questions à se poser. Il n'y a plus de questions à se poser, on sait que c'est rentable. Et puis niveau santé, c'est là où c'est très important, ça a été
Très bénéfique, voilà. 90% des employés ont déclaré vouloir continuer de travailler sous la semaine de 4 jours. Il y a eu une chute des démissions de quasiment 50% et une hausse de la productivité de 57%. Ça veut tout dire. Hausse de productivité de 57%, c'est fou. Bien sûr, mais journalière du coup. Parce que, évidemment. Productivité sur le test de 6 mois. Sur la période de 6 mois, oui. Sur la période testée, oui. Ok. C'est vrai que cette semaine de 4 jours, ça paraît quand même intéressant. une assez bonne solution. Après, il y en a qui pourraient refuser de travailler la même durée en peu de temps, mais c'est vrai que 3 jours de week-end ou de repos derrière. Qui dit non à ça, quoi. Oui, qui dit non, bien sûr. Mais c'est vrai que ça marche très bien. On se rappelle tous en primaire, quand on n'avait pas école le mercredi, ça a été très très difficile de passer au collège et de savoir qu'on allait. Et alors, justement, pourquoi ça pourrait être un problème en France par rapport à notre système de retraite. C'est ça. C'est pour ça que je voulais l'expliquer. En France, vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on cotise non pas pour nous, mais pour les autres. C'est un système où nous, on paye la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite, et eux, ils sont déjà payés pour ceux qui étaient à la retraite avant. Donc, si on n'a pas cette durée de cotisation-là, on ne peut pas partir à la retraite. Et comme on est en train de... Il y a des problèmes avec la réforme des retraites et qu'on irait vers une prolongation de la durée de travail, ça pose encore plus de problèmes et ça écarte complètement la semaine de 4 jours du débat. Et même au niveau des mentalités françaises, on dit beaucoup d'entreprises ont testé la semaine de 4 jours en France, mais ce n'était pas très concluant, je crois. C'est vrai que ça a surtout marché, surtout dans, comme tu le disais, les pays anglo-saxons, un peu scandinaves, un peu plus les pays du Nord. Peut-être qu'ils sont mal pris aussi, peut-être c'est pour ça, c'était pas encore assez démocratisé. C'est peut-être pas assez démocratisé à cette époque quand ils ont testé. C'est vrai, ça peut être quelque chose. Après là on a parlé de la semaine de 4 jours qui est un peu la nouvelle forme de travail officielle. Après il y a des formes un peu plus insolites. Je crois que tu avais quelque chose là-dessus. Moi j'ai lu des articles sur en fait les animaux. Voilà, nos animaux de compagnie qui pourraient être avec nous dans les bureaux. Donc dit comme ça peut être assez bizarre sur le lieu de travail, mais apparemment ça fonctionne d'après l'étude Centrale Canine qui a été réalisée en 2022. Et donc on a 39% des Français qui souhaiteraient que les chiens, du moins, soient davantage acceptés sur le lieu de travail. Et ensuite, les chiffres atteignent même les 53% pour les personnes qui en possèdent un. Donc ce serait bénéfique à la fois pour le bonheur d'avoir son chien, ça rappelle un peu aussi le télétravail. Et puis donc on a la réduction du stress. On a aussi un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle parce que il n'est pas tout seul à la maison. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, on a une meilleure productivité qui a été constatée. Et malheureusement, ça a quelques points d'ombre, quelques points négatifs puisque on a le problème d'hygiène. Évidemment. Et puis aussi la sécurité. Forcément. Donc il y a tout ça qui est pris en compte et qui pourrait être un peu un frein à cette alternative-là. C'est tout type d'animaux qui sera accepté ou que les chiens, chats? Alors du moins pour l'instant on parle que des chiens, mais il y a certaines catégories de chiens qui sont interdites comme la catégorie A parce que pour les problèmes de sécurité. Bien sûr. Et donc voilà. Après, est-ce que toutes les entreprises accepteraient de recevoir un chien dans ces bureaux avec les besoins? Avec les allergies. Déjà. Il faut déjà aussi voir avec ses collègues dans le bureau. Les allergies, j'y ai pas pensé. Il faut voir avec ses collègues dans le bureau, avec son patron. Donc il faut faire une en tout cas, ça peut être extrêmement positif parce que moi, je suis un grand amoureux des animaux, évidemment. Et puis, c'est prouvé scientifiquement que tout simplement, entre un animal de compagnie et son maître, il y a une réduction du stress, il y a une création de l'hormone, de l'endorphine. Est-ce que ça réduirait peut-être pas la créativité, justement, ou juste les gens seraient peut-être moins productifs? Trop de chiens, Non, parce qu'en soi, après, je sais pas si t'as un animal de compagnie ou pas, mais quand t'es chez toi avec ton animal de compagnie, t'es pas non plus omnibulé par ton animal de compagnie. C'est juste sa présence qui permet de te relaxer. Une caresse, ça va durer 1 minute, mais 1 minute sur une journée, sur 35 heures de travail, si ça permet de réduire 34% de stress, c'est énorme. Ce serait une bonne solution. Si les entreprises acceptent et que les employés acceptent, c'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi ce serait interdit. Voilà, alors ce sera interdit malheureusement dans certains secteurs. Mais il y aura des bagarres entre les chiens. Ça c'est sûr. Mais pour le coup là ça vient de me truc les chiens dans les parcs. C'est surtout sur la santé des animaux. Dans les bagarres dans les ciné, bagarres de chiens dans les bureaux. Mais la santé des animaux en fait, s'ils sont enfermés dans une pièce pendant 7-8 heures que la personne travaille, ça poserait problème aussi, non? Oui, c'est vrai que ça peut être un problème. Peut-être plus alors pour les chats qui passent l'intégralité de leur temps à dormir. Peut-être que les chiens sont un peu plus actifs.
Donc à voir tout ça. Après, c'est vrai que ça peut être une autre façon de s'organiser aussi dans la vie de tous les jours, amener son chien tous les jours au travail. J'aurais pu faire mon débat entier là-dessus. C'est vrai. Il est pour Une prochaine fois. Mais J'ai après, 4 chats, 3 chiens. sans ramener son chien à l'entreprise, il y a quand même plusieurs d'autres façons, faire du sport en Bien sûr. entreprise. Ouais. C'est vrai que ça, j'ai vu Mhm. beaucoup d'études là-dessus hier, et ça disait que ça réduisait quand même beaucoup le stress au travail. Alors, moi je pense que c'est à double tranchant parce qu'on le voit, les nouvelles startups en fait qui se basent sur les modèles des géants américains comme Amazon, Google, etc., qui proposent déjà ça depuis un moment, évidemment, de proposer des cantines, des espaces de loisirs, des espaces de sport, etc. Certes, ça va réduire ton stress, ça va augmenter ta productivité, mais c'est aussi pour retenir le plus longtemps possible l'employé à l'entreprise. C'est vrai parce que si tu fais ton sport à l'entreprise, tu quittes pas le domaine. Si tu manges à l'entreprise, tu quittes pas le domaine. Si tu gardes tes enfants, si tu lis, si tu dors même, on peut proposer aussi des espaces de détente, etc. Ça va garder le plus longtemps possible l'employé à l'entreprise. Ils ont aussi mis en place des dispositifs médicaux. Par exemple, on a des psychologues maintenant qui sont déjà là-bas, des docteurs, des kinés. En fait, ça s'arrête. En fait, ils s'arrêtent plus. Oui. Pour la santé, je trouve ça beaucoup plus positif que par exemple un espace pour dormir ou pour faire du sport. C'est vrai que dormir, ça pousse un peu le vice. Ça veut dire, fais ta sieste, reste ici et ensuite tu recommences. Mais du coup, c'est le télétravail à l'entreprise, limite. C'est que vraiment. C'est ça. C'est que ça devient. Qu'est-ce qui nous empêche tout l'opposé. Qu'est-ce qui nous empêche de ramener un sac de vêtements? Parce que par exemple, pour revenir sur l'exemple de Google, ils ont toute une checklist de valeurs qui se sont inculquées, notamment dans des centres américains qui proposent une nourriture gratuite et à volonté. On peut travailler chez eux et collaborer évidemment avec des gens très qualifiés, des gens qu'on n'a pas spécialement envie de quitter, parce que généralement ils s'entendent assez bien, ils font très attention à ça dans les équipes. Ils se sentent comme s'ils vivaient dans le futur, donc on leur met dans un cadre, on les met dans quelque chose de très agréable à vivre tout simplement. Ils viennent, Google de chez vous. Ah, ça du coup ça va dans l'inverse, mais Google vient vous chercher chez vous et vous emmène à votre lieu de travail gratuitement. Donc là peut-être pour le coup ça rééquilibre, peut-être pas ça rééquilibre, mais ça donne un petit argument dans le non mais tu peux rentrer chez toi, c'est gratuit. Et les chiens sont autorisés dans les locaux. On en parlait. Voilà. On peut revenir dans les animaux. Et ensuite, ils se soucient vraiment de votre bien-être, comme on l'a dit, la cantine, les soins, les kinés, tout ça, c'est vraiment important. Et il y a énormément de temps libre. Ils donnent énormément de temps libre à leurs salariés. Il y a des garderies, les animaux, etc. Il n'y a pas aussi une histoire de massage des employés? Exactement, il y a ça. Si le Googlers travaille assez bien, Google lui paie 1 heure de massage. Alors je sais pas c'est sur combien de temps qu'un employé doit donner satisfaction, mais au bout d'un certain temps il a un pass pour avoir un massage gratuit 1 heure sur le campus directement. Ça, c'est quand même abusé. C'est quand même de l'abus, tout ce qu'ils peuvent proposer, etc. Après, ils ont un métier. C'est à la limite, mais en tout cas, c'est sûr que ça me motiverait de savoir que si je fais bien mes devoirs, j'ai un massage. Honnêtement. Oui. C'est vrai, mais. Non, c'est vrai que ça peut aider, mais voilà, il y a plein de pistes en tout cas qui sont évoluées en ce moment. Le sujet du travail, même les retraites, les pénibilités, voilà, c'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité. On a évoqué pas mal de pistes différentes. On espère que chez vous, vous arrivez à faire votre propre opinion avec les différents. Les différents thèmes qu'on vous a évoqués ce soir. On va pouvoir terminer cette émission tranquillement, en détente, avec le fameux petit quiz. Le quiz. Pour le coup, là, je suis stressé parce que j'ai pas révisé l'actualité. Il faut savoir que Jocelyn est stressé de faire 0 pointé ce soir. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je crois que je l'ai fait la dernière fois. Nina nous a raflé à la dernière fois. C'est le seul quiz que je ferai. Moi, j'ai des points. Qui a des points ce soir? Moi, 0 aussi. Je crois que j'ai 0, ouais. 0 parce que le quiz a été annulé. 4. 0 points autour de la table, tout est à faire pour vous. Comment t'as fait? C'était la dernière fois? Ou 3 ou 4? Elle a fait une masterclass, c'est tout. Ouais, c'est tout. Elle a monopolisé. Allez, la première question. Je mets la question dans le chat, on va les laisser un peu. Tu vois, bien sûr. Non, moi je vois pas. Ah, ça va. Je vois pas d'ici. Non, t'as pas tes lunettes? Je vois parfaitement. Non, mais c'est pas ma vue, mais je vois parfaitement. Même moi, la dernière fois j'étais à ta place et j'ai rien vu. On peut pas le lire. Mais comme ça tu vois un peu l'écran. On va commencer avec quelque chose, je pense, d'assez tranquille, facile. Je pense que ça va être une question de rapidité, cette question. On doit lever la main, il y a un buzzer, il y a un truc. Est-ce que c'est rapidité? Je pense. Non, mais on va se jeter tous sur le micro. C'est quoi? On lève la main et on lève la main, parce que sinon on va tous crier dans le micro. Fais attention au micro. Ouais, je fais attention. Ok. Donc c'est quelle personnalité s'est vu faire entrer sa statue au musée Grévin cette semaine? Je l'ai vu. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Bravo. Un point. Ça part mal, ça part très mal. Pour Ilan. Le football. Au moins, merci. Je te remercie, Mathias. Tu m'as. Voilà. Donc ouais, c'est bien Antoine Griezmann qui s'est vu entrer sa statue au musée Grévin ce mardi. Il était très fier, bien sûr, et choqué de sa représentation. Surtout les mollets. Il a dit les mollets, ils sont absolument bien faits. Voilà. Très très fier de ses mollets. Je pensais qu'il était déjà.
Ah ouais? Ouais, sincèrement, je pensais qu'il y serait déjà. En fait, il y a déjà Mbappé, Zlatan, on parle vraiment des légendes. C'est vrai que Griezmann, c'était un très bon joueur. qu'il est en équipe de France. C'est un très bon joueur, mais c'est un peu moins médiatisé quand même. Donc là, c'est quand même une grosse. C'est vrai qu'après 2018, il aurait mérité. Voilà, c'est une passion pour lui. Il était accompagné de toute sa famille au musée, parents, enfants, femmes. Voilà, c'était une belle fête pour lui. Petite question à part, celle-là vaut pas vraiment de points. Vous savez la différence de temps entre la commande qu'il y a eu pour cette statue et l'arrivée mardi? Alors oui, je me suis un peu. Non, c'est plus. C'est 1 an et demi, je crois. Il était à Barcelone et j'ai suivi un peu l'histoire. Je sais comment ça. 6 mois, 1 an et demi. Alors, on va dire 8 mois. 8 mois. 1 an. 1 an. En fait, c'était 3 ans. Oh putain, 3 ans. La commande a été passée. La commande a été passée en 2020 en fait. Donc il y avait un premier rendez-vous à Barcelone parce qu'à l'époque il était joueur du FC Barcelone pour faire modélisation, photo, truc tout entouragé. Je pensais que c'était à la fin. Le constructeur, donc ensuite il y a eu la période Covid donc assez compliqué de faire ça. Le constructeur lui a mis 6 mois à faire la statue entière en cire. Ensuite il y a eu d'autres rendez-vous à distance pour voir la ressemblance avec le modèle de Griezmann et la statue de cire. Et donc voilà, c'est seulement 3 ans après que cette statue a pu être inaugurée. Et il me semble que le dernier rendez-vous, c'était ses sœurs qui sont allées directement voir la statue pour tout vérifier sur lui, parce que je pense qu'elles connaissent très bien leur frère. Et elles ont vérifié, elles ont changé quelque chose, certaines choses apparemment. Et Griezmann a vu le rendu final après, et il y a une vidéo, il est bluffé, il est super content. Très bien, Ambre avait la réponse dans le chat, en tout cas, c'est parfait. Ambre. J'ai mis la deuxième question. Quel célèbre festival va faire son avant-première, son entraînement, son warm-up à Nice en 2024? Un festival. Un célèbre festival qui d'habitude est pas du tout sur Nice. Il va faire sa première partie sur Nice. C'est un festival en France? Festival français et musical. Ah. Aïe. Alors là, j'ai peut-être une idée. Vas-y. Energy Music Award? Non. Mais non, c'est toujours ça. C'est à Cannes, ça. C'est un peu plus de niche. C'est si je vous dis rock et hard rock, metal. Ah oui, comment il s'appelle? Ça c'est pas. Oh là là, ils montent leurs fesses tout le temps. C'est vrai, regardez les reportages du quotidien, ils montent tout le temps leurs fesses. Oui, attends, je vois aussi. Mais je l'ai plus. Il se situe où d'habitude? Ça c'est à Clisson d'habitude, à côté de Nantes. Je me déteste. C'est pas le Hellfest? Hellfest. J'en étais sûr. C'est le Hellfest, donc gros festival de hard rock qui d'habitude donc est à Clisson en Vendée. Donc c'est vraiment un gros festival. L'année dernière, il y avait 420 000 festivaliers sur l'ensemble de la semaine. 800 000 litres de bière ont été bu, 5 000 bénévoles et 53 millions. Donc c'est un vrai truc. C'est un la réaction de Guillaume festival et qui passera par Nice avant d'atterrir en Loire-Atlantique l'année prochaine. Voilà, très bien. Donc pas du tout le Hellfest, vous connaissez vraiment de nom? Non, mais moi je connaissais, c'est juste qu'il m'est pas venu. Voilà, il t'est pas venu. Je regrette, je suis Tes pensées dégoûté. sont en train de devenir réalité. Pour l'instant tu fais un 0. Là pour l'instant je fais un 0 pointé. En plus le Hellfest je connais très bien. Tu connais très bien. On est ensemble, t'inquiète. C'est quand même un festival assez médiatisé. Donc on part sur la prochaine question. Quel bâtiment le PSG souhaiterait racheter dans les prochaines années? Je suis désolé Paul, j'ai levé la main. Deux réponses possibles. On me dit que c'est Lève la main. C'est le Parc des Princes qu'on veut acheter à cette merveilleuse Anne Hidalgo. Pardon? C'est pas Le bâtiment, oui. Je suis tout. Ok. Bah là, c'était récemment le Stade de France. Voilà, très bien. Bravo. Ils veulent racheter à la mairie de Paris le Parc des Princes pour l'agrandir. Non, mais là, c'est le Stade de France. Mais c'est le Stade de France. Attends, c'était quoi la question exacte? Quel bâtiment le PSG souhaite racheter? Donc en fait, je vais vous expliquer, c'est bien le Stade de France. Je demande la VAR. Il y avait une autre réponse possible. Je pense pas que vous l'ayez. Vas-y. C'est l'hippodrome de Saint-Cloud. Bah oui, bien sûr, l'hippodrome de Saint-Cloud. Bah oui. Donc en fait, t'avais raison entre guillemets parce que à la De base base, ils veulent ils voulaient racheter faire le ça, Parc bien des sûr. Princes, mais la mairie bloque totalement ce rachat qui souhaite être un patrimoine exceptionnel pour les Parisiens. Paris, ouais. Et donc le Paris Saint-Germain souhaiterait faire répondre à l'appel d'offres du rachat du Stade de France. On parle quand même de 600 millions d'investissements s'ils rachètent le Stade de France pour développer ses tribunes, plus de capacité dans le stade. Et si ça se fait pas, ils aimeraient justement racheter cet hippodrome de Saint-Cloud pour créer leur propre stade directement dans l'hippodrome. Non mais je peux quand même avoir un demi-point parce que... Non, vraiment là, absolument pas. Deuxième point de mon côté un peu. Qui enchaîne. Je vais remettre l'avant-dernière question déjà dans le chat. Toujours 0 pour Je me mets pas la pression, déjà que j'ai oublié le Hellfest, là je vais oublier toute la prochaine réponse. Un peu une question insolite. Hier il y a eu du vent, des tempêtes. Dans quel département a-t-il lieu une tornade? Non. Ah oui, j'ai Paul dans la Creuse. Ouais, dans la Creuse. Dans la Creuse.
Bravo. Oh, j'ai trop le seum. Bravo Paul, encore une bonne réponse. Je le savais, Les je le savais. enchaîne. Ah ouais. C'était dans Ah, un je suis petit chaud, là. village de 360 habitants. Voilà, une tornade qui a terrifié les habitants qui se sont dit choqués. Il n'y a pas de victimes, bien sûr, à déplorer et heureusement que des dégâts matériels. Donc voilà, des poteaux électriques sur la route, des arbres qui sont tombés, des portes de garage endommagées. Il y a quand même eu l'électricité coupée pour plus de 900 foyers sur la petite ville et les alentours. Et 43 départements encore en vigilance Et orange. voilà, la ville est encore en vigilance jaune aujourd'hui pour les vents. Petite anecdote, il y avait déjà une tornade en Creuse avant, c'était en 1999, elle avait déjà fait aussi énormément de dégâts, il n'y a pas de victimes heureusement. On va terminer cette émission avec la dernière question. Oh la honte. Allez, Oh la honte. tu peux le faire. Tu peux le faire. Dernière question, quelle personnalité politique a sorti un son avec 2 personnes actuellement incarcérées? Non, mais c'est quoi ces questions? Une qu'est-ce qu'il nous a personnalité sorti politique qui a sorti un son avec 2 personnes incarcérées. Indice, c'est pas français. Waouh. Est-ce qu'on connaît Poutine ce nom? Oui, Non. c'est Non, le nom non, le je sais pas, plus moi. qu'on connaisse en politique étrangère. Je sais pas. moi. Barack Obama? Non. Attends, cette personne Donald est toujours dans la Trump. politique? Ouais, j'allais Oui, dire. Donald Trump. Ah. Bravo Jocelyn. Ouais, bravo, Non, mais bravo moi, Jocelyn. j'ai Bravo. aucun Bravo, point. Jocelyn qui remporte Bravo, Jocelyn. un Mais point. attendez, Ah, Ouais, ouais, j'ai Jocelyn. j'ai hésité à dire Ouais. Donald Trump en premier parce que c'est le premier à faire des J'allais trucs dire, de ouais. ce fou, style-là. Mais je me suis dit que ça pourrait être quelque chose qui porterait, qui dégraderait l'image de quelqu'un. Et Barack Obama a une meilleure image que Donald Trump. Mais bon, C'est vrai. Donc en fait, pour la petite histoire, c'était par rapport à la prise d'assaut du Capitole en janvier 2021, Mhm. où les partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut pour contester les élections Bien et sûr, la défaite ouais. de Donald Trump. Et il y avait cet événement a fait 5 décès. Et donc Donald Ah, mais Trump, oui, pour je l'ai contester contre ces... parce que des personnes ont été incarcérées suite à cet événement, il a Mhm. fait un son avec la J6 Chore Prison Chore, donc la chorale des prisonniers du 6 janvier, où c'est un remix de l'hymne américain. Et lui, on l'entend derrière parler du serment au drapeau américain. Et comment s'appelle la musique? Parce que je suis un peu curieux. Comment s'appelle la musique? Eh ben, Justice for All. Ok. d'accord. Oh, Oh là ça là. va. D'accord. C'est Ça va sorti- le titre. il Ça est lui bien. ressemble, sur ça. toutes les plateformes, si vous voulez aller streamer. Ah ouais. Allez, streamer ça, Allez. les Sur gars. toutes les plateformes, Voilà, si vous Spotify, voulez- Deezer, partout. Filmer des prisonniers. Et donc, Ouais. pour la petite histoire quand même, tous les fonds qui seront tirés de cette musique seront reversés aux associations et aux familles des victimes de cette prise d'assaut du Capitole. D'accord, donc c'est Oh ouais, bon, c'est Au plutôt final, c'est positif. quand même Donc ça va C'est pour plutôt moi. positif. Ok. Il a Donc fait un bon streamer, geste, streamer. ça fait Voilà, un bon allez geste, ça va. écouter Justice for All de Donald Trump, Et le ouais, nouveau, Donald Trump se refait le une nouveau conscience. tube qui va tout déchirer cet été. Il est lourd le son, On tu espère. l'as écouté? J'ai pas écouté. Faut qu'on l'écoute, hein. on Vraiment. va Allez, l'écouter on va- après. Ça va être incroyable. Allez l'écouter aussi chez vous, vous direz ce que vous en pensez. Et puis c'est déjà la fin de cette émission. Et ouais. Avant de vous dire au revoir quand même, on va faire un petit coucou sur Twitch aussi avec Speedon sur Twitch sur la chaîne de Mister MV. C'est un Twitch avec un but caritatif pour Médecins du Monde. Tu peux nous expliquer un peu le concept, Jocelyn? Alors en fait, c'est plein de streamers qui vont se réunir pour donc pendant tout le week-end pour faire du speedrun. Alors le speedrun, le but c'est de finir un jeu vidéo le plus rapidement possible. Alors il y a plusieurs catégories de speedrun, mais je vous inviterai à regarder une rediff. On en parle par exemple au moment où on parlait des Game Awards. Tu étais là d'ailleurs à cette émission Ouais. sur les Game Awards. On parlait des speedruns. Et le but, c'est que pendant qu'on regarde ils ont des objectifs et on peut faire des dons. Et évidemment, tous ces dons sont reversés à cette On association. nous dit déjà 110 000 euros récoltés. Pour rappel, Oh. le live a commencé hier et il se termine le 12, donc il se termine ce dimanche. N'hésitez pas à aller les voir, à aller donner un petit don, ce que vous pouvez bien sûr pour Médecins du Monde. Voilà, la petite dédicace est Et passée. moi, je voulais te dire un grand merci et Bah, bravo merci à pour toi. cette première émission. Ouais. Merci Bravo, beaucoup, Mathias. Bravo Jocelyn. Mathias, c'était le Merci à Merci. vous de m'avoir accompagné pour cette première, c'était très sympa. On va pouvoir dire au revoir à nos viewers qui nous ont assidûment regardés ce soir. Merci à Merci tous. beaucoup Merci encore à pour vous, les 1 an. viewers. Merci beaucoup. Joyeux Voilà, anniversaire. les 1 an Ouais. de, Joyeux anniversaire. de la soirée de Joyeux l'info. Merci tout le monde, bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir. Bisous.